Eh bien, bonsoir. Au nom de François de Mazières, maire de Versailles, et de moi-même, je vous souhaite d'abord une très bonne année. Voilà, nous la commençons ensemble. Et je suis ravi de vous revoir, de voir des têtes amies, d'autres que je ne connais pas, donc c'est toujours agréable aussi. En tout cas, bienvenue pour cette nouvelle session de Grand Amphi. Ce soir, nous recevons Claire Bonnotte-Kellil, qui vient en voisine, pour ainsi dire, puisqu'elle travaille au château de Versailles. Mais elle va nous parler d'un sujet qui est assez rarement abordé, à vrai dire, puisque l'ouvrage dont elle va nous parler s'intitule « Versailles 1939-1945, un château dans l'objectif », qui est paru en octobre 2023, qui est une coédition du château de Versailles et des éditions In Fine, qui est un ouvrage que je qualifierais de remarquable, pas seulement parce qu'il traite d'un sujet peu traité, mais surtout parce qu'il se fonde sur des archives rarement exploitées et sur un sujet encore plus rarement exploité d'ailleurs, en tout cas rarement traité. Je la remercie vraiment beaucoup d'ailleurs de nous consacrer du temps. Je tiens à préciser que son ouvrage, que vous pourrez trouver d'ailleurs à l'issue de sa conférence, puisque notre libraire, la librairie Antoine, est ici et vous le proposera à la vente à la sortie. Cet ouvrage est un ouvrage qui est à la fois un ouvrage qui mêle du texte et beaucoup d'images, énormément d'images, et des images souvent surprenantes, rarement connues, qui sont le fruit d'un travail de recherche considérable, plus d'une dizaine d'années, me disait effectivement notre intervenante, Claire Bonnotte-Kellil. Et je vais quand même la présenter, parce que tout de même, à tout seigneur, tout honneur. Donc, Claire Bonnotte-Kellil est diplômée d'études supérieures de l'École du Louvre, docteur également en histoire de l'art de Paris-Nanterre. Elle a travaillé à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris avant d'intégrer le château de Versailles, d'abord au service des expositions, puis la conservation du musée depuis 2017. En 2018, elle a publié un premier ouvrage qui s'intitulait « Le soleil éclipsé, le château de Versailles sous l'occupation », déjà. Elle a également dirigé un colloque sur la protection des châteaux et des musées franciliens durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était en 2021. Et elle a publié en avril 2024 « Châteaux et musées franciliens pendant la Seconde Guerre mondiale, une protection stratégique ». Donc, c'est vous dire combien elle est informée du sujet dont elle va nous parler ce soir. Et pour conclure, mais très rapidement, je vais simplement vous faire la retape habituelle de la suite, c'est-à-dire de la conférence que vous ne manquerez pas de venir voir le lundi février, Claire-Lise Gaillard, pour son ouvrage donc Pas sérieux s'abstenir, ce sera beaucoup plus léger, une histoire du marché de la rencontre du 19e-20e siècle, publiée aux éditions du CNRS, édition ô combien sérieuse, elle, pour le coup. Voilà, je vous souhaite une très très bonne conférence. Je remercie une fois de plus Claire-Lise Bonnotte, Claire Bonnotte-Kellil, d'être parmi nous ce soir, et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Guinbert. Merci pour cet accueil. Je suis ravie de venir en voisine, donc présenter ce sujet, Versailles, un château dans l'objectif. Déjà, je vous remercie d'être venu, d'avoir affronté ce froid et aussi de venir écouter une conférence sur un sujet qui peut paraître compliqué, d'autant plus dans le contexte international qui est le nôtre. Et je tenais en fait à orienter cette conférence donc, sur la question de la photographie. Monsieur Guinbert a bien fait de mentionner le premier ouvrage dans lequel j'ai fait état de mes recherches sur l'histoire du château de Versailles sous l'occupation. J'ai commencé en 2005 à traiter les premières archives, en tout cas à essayer d'en exploiter la matière. Et il est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre finalement la dimension aussi riche qui était celle de l'histoire du château dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, je le précise, je n'étais pas au préalable historienne de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, de questionner cette période-là de l'histoire du château qui n'était pas forcément évidente, et finalement de la confronter à cette période de guerre, a été, il est vrai, une véritable enquête. Et cela m'a pris énormément de temps. Et je considère encore aujourd'hui
que cette enquête n'est pas terminée. Et elle me permet finalement encore aujourd'hui, par des découvertes, d'enrichir, d'ouvrir ce sujet à d'autres perspectives. En tous les cas, toutes les images que vous allez voir dans cette présentation sont issues de ces années, donc ces nombreuses années de recherche, aussi bien en France, mais aussi en Allemagne, où j'ai forcément été glaner quelques informations, ne serait-ce que pour ne pas finalement me cantonner à un point de vue uniquement franco-français. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent bien déjà cette histoire par le biais d'un documentaire que nous avons mis en ligne il y a 2 ans de cela à peu près sur notre réseaux sociaux. C'est un documentaire que vous pouvez retrouver très facilement sur le site du château. En tout cas, il est sur la chaîne YouTube du château de Versailles. Et c'est un documentaire d'une 40aine de minutes où justement on a pu mélanger à la fois des photographies mais aussi des films et mettre finalement en scène en complétant par quelques images, par quelques montages, on va dire, construire cette histoire du château de Versailles dans l'occupation. Et le récit est accompagné par la voix de Denis Podalides, ce qui ne gâte rien en tous les cas à la découverte de ce sujet. Et alors évidemment c'est gratuit, donc je peux que vous inviter à aller écouter en tout cas regarder cette histoire sur le site YouTube du château. Alors, quand je vous disais que ce sujet était extrêmement riche, il est aussi parce qu'on peut l'aborder sous différents prismes, en prenant finalement différentes orientations. Et je vous ai mis cette photographie glanée vraiment un peu par hasard comme ça sur Internet pour montrer combien le château est photographié. Il est photographié à peu près sous tous les angles, à toutes les époques, depuis l'invention de la photographie. Mais finalement, ce qu'il importe de saisir, c'est que la photographie en période de guerre est quand même une photographie très particulière. En tout cas, elle est pleinement pour l'histoire du château, mais on pourrait faire l'exercice, bien évidemment, sur d'autres sujets, sur d'autres monuments. Et je vous ai mis justement en illustration, pour un peu commencer mon récit, les premières photographies qui ont été prises en temps de guerre, donc lors du conflit franco-prussien, donc ce conflit qui va opposer donc la France de Napoléon III et l'armée prussienne. Et l'occupation prussienne de Versailles a donné lieu à quelques photographies qui ont été prises à l'intérieur du château, et notamment, alors il y a certaines photos qui sont de véritables photos et d'autres qui sont des photomontages. Et ça vous montre aussi en temps de guerre, et notamment un photomontage, vous l'avez ici, avec finalement l'utilisation par Heinrich Schnebely d'une véritable, donc une photo existante de la Galerie des Glaces, et il a juxtaposé finalement de faux gardes prussiens pour finalement illustrer ces photographies. Alors je ne vais pas pouvoir m'appesantir, mais voilà, je voulais vous montrer pour les conflits précédents les différentes photographies dont on disposait. Ici pour le conflit de 14-18, alors évidemment les Allemands ne parviennent pas jusqu'à Versailles. En tout cas, je vous invite à regarder à peu près le type de protection qui avait été mise en place pour notamment la protection des sculptures du parterre d'eau. Vous voyez ces branchages qui ont donné lieu à certaines critiques un peu acerbes dans la presse. Certains journalistes n'ont pas hésité à qualifier ces structures
de huttes de castors, notamment. Il est vrai qu'on peut justement un peu réfléchir comment dire, le caractère assez modeste de ce type de protection face notamment aux dangers aériens. Et là, une autre photographie avec des soldats dans la galerie des batailles. Je vous montre ces exemples parce que finalement, vous verrez, il y aura quelques incidences par la suite dans le reste de mon argumentation. Évidemment, même si on est au-delà finalement de la période de guerre, l'importance de la signature du traité de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale dans la Galerie des Glaces, qui va donner lieu à un certain nombre de complexité pour Versailles, en tout cas pour le château, puisque vous le savez bien, le traité de Versailles a été très vite décrié outre-Rhin, ce fameux diktat, et qui va finalement susciter véritablement, en tout cas va stigmatiser un certain nombre d'esprits revanchards de la part des Allemands et notamment de toutes les personnalités politiques gravitant autour d'Adolf Hitler. Alors justement, j'avais mis en rapport un peu ces deux images. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces, le 28 juin 1871, et la signature du traité de paix dans la Galerie des Glaces pour justement apporter une réponse à cet affront. Ce que j'évoquais sur la stigmatisation de Versailles suite au traité de Versailles, voilà une image dans la photographie qui montre bien, vous voyez, c'est une photo illustrant une manifestation du parti nazi d'Adolf Hitler. On est en 1933. Et sur les drapeaux, donc on est à Berlin, il est indiqué jour de Versailles, jour du déshonneur. Et finalement, cette question de Versailles, alors même si c'est le toponyme de Versailles, va être quand même très présent dans un certain nombre notamment de photographies où on verra bien finalement cette lumière portée sur Versailles, notamment sur son château. Alors là, deux photos que j'avais tenu à mettre dans l'album. Ce sont deux photos d'Adolf Hitler. Alors, au premier coup d'œil, évidemment, on se croit à Versailles. Il s'agit du château d'Herrenchiemsee, qui est la réplique du château de Versailles en Allemagne, conçu et voulu par Louis II de Bavière. Et à plusieurs reprises, Adolf Hitler est allé à Herrenchiemsee. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça très troublant de voir ces photographies-là. Alors celles-ci datent a priori de 1935, même si elles n'étaient pas exactement datées. On sait que Adolf Hitler est allé au château d'Herrenchiemsee en juillet 1939, donc quelques jours avant la déclaration de la guerre. Le déroulé, en tout cas, de toutes les photographies que je vais vous montrer, montre bien, en tous les cas, qu'il y a une histoire du château de Versailles dans la Seconde Guerre mondiale à travers la photographie. Et notamment, le premier chapitre, qui est un des plus importants, est celui de la mise en défense passive. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en défense passive ? C'est comment protéger le château de Versailles des menaces qui pèsent sur lui au vu de ce que j'évoquais tout à l'heure, de cette stigmatisation liée au traité de paix. Dans les archives du château, de notre établissement, nous avons un certain nombre de photographies, à peu près un peu plus de 200, qui nous détaillent avec un
avec un certain luxe de détails les différentes étapes de la mise en protection du château, à la fois pour les extérieurs mais aussi les intérieurs. Et une grosse partie finalement de cette mise en protection est le résultat d'une préparation dirigée par Patrice Bonnet, qui était l'architecte en chef de 1925 à 1940. Alors, comment protège-t-on le château de Versailles ? Alors, on est persuadé, en tout cas Patrice Bonnet l'est dès le début du avant même le début du conflit, il est persuadé que finalement le château de Versailles risque de périr sous les bombes. Et il va mettre tout en œuvre pour le protéger aussi bien que possible. Donc une première vue, alors justement, je vous invite à découvrir ce plan de protection, tout d'abord par les extérieurs. Les façades à la fois côté ville et côté jardin sont protégées. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très très bien sur ma photographie, mais par des panneautages de bois qui protègent une grosse partie des ouvertures et à l'intérieur des sacs de sable qui, en cas de bombardement, permettent de protéger le monument depuis l'extérieur. Et on laisse malgré tout quelques ouvertures sans panneautage, évidemment, en cas d'incendie, parce ce qu'on redoute le plus, ce sont les incendies. Mais si les pompiers ne peuvent pas intervenir depuis l'extérieur, c'est quand même problématique. Donc on laisse encore quelques ouvertures d'ouvertes. C'est ce que vous pouvez voir d'ailleurs là sur ce cliché. Vous voyez, il y a quelques ouvertures, comme ici, qui restent ouvertes. Donc là, on est à l'étage de la Galerie des Glaces. Le principe, c'est de camoufler Versailles et surtout ses jardins, puisqu'on a de grands bassins qui sont particulièrement visibles depuis le ciel. Donc là, vous avez l'assèchement des bassins du parterre d'eau avec l'enlèvement d'une partie des sculptures que je vous montrerai par la suite, les différents dépôts. Alors, il est vrai qu'il y a une totale métamorphose des jardins. Moi, quand j'ai découvert ces photographies, j'avoue que parfois avoir été totalement stupéfaite en me demandant heureusement qu'il y avait certaines légendes, en tous les cas, en couverture des dossiers, pour me dire voilà, de quel lieu il s'agissait. Parce que là, on est au niveau du char d'Apollon, et vous voyez un petit peu... ici, donc le char qui est progressivement... vous avez encore Apollon qui est discernable ici. Et en fait, on va construire une petite maison de briques qui va complètement le recouvrir. Donc la petite maison de briques, Apollon se trouve donc ici, avec cette passerelle qui va progressivement aussi recouvrir une grande partie des canalisations. On considère qu'il n'était pas possible de finalement démonter l'œuvre. On a préféré la laisser sur place et la protéger ainsi in situ. Ici, pour le bosquet de Lancelade, l'enlèvement de Proserpine, de même, qui est finalement enserré dans cette sorte de chrysalide, donc par panneautage de bois, et à l'intérieur, vous avez également des sacs de sable qui la protègent. Et l'extérieur, vous voyez, il y a un encerclement au niveau du piétement des balustres. Vous avez tout un réseau de branchages de bois que vous avez ici sur cette photographie, parce que voilà, ce camouflage des jardins de Versailles a supposé beaucoup de matières premières et notamment un certain nombre de branchages. Donc vous avez ici une très belle photographie provenant du service photographique du New York Times.
Je vous disais, certaines sculptures ne seront pas déplacées en raison de leur fragilité, de leur poids également. Ici, la mise en défense passive du bosquet des bains d'Apollon, donc le groupe va rester dans sa grotte, et à l'arrière de la grotte, on va concevoir, donc vous l'avez ici, un espèce de petit abri avec un lit de camp et une radio permettant de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais c'est amusant parce que vous voyez, le Louis XIV est finalement comme accoudé avec ses nymphes vraiment sur ces fameux sacs de sable, donc censés le protéger. Certaines sculptures, au lieu d'être déplacées ou protégées, on va dire, par des sacs de sable, vont être tout simplement ensevelies. Donc on va construire des tranchées pour accueillir certaines sculptures. Donc c'est ce que vous avez ici, ces abris construits à même le sol pour accueillir certaines sculptures. D'autres, comme ici dans le bosquet de la salle de bal, comme vous pouvez apprécier, ce sont des photos qui en plus, alors je ne connais pas, malgré tous mes efforts, je ne connais pas encore quel est le photographe ayant pris l'ensemble de ces clichés, mais en tout cas, on lui doit un certain coup d'œil, parce qu'il y a une assez grande esthétique en tous les cas, dans les différents clichés. Ici, avec cette torchère en bronze qui est en tout cas prête à être déplacée, et cette torchère sera protégée dans les sous-sols de l'orangerie, donc à proximité, mais tout au moins déplacée. Là, vous avez un autre déplacement. C'est l'évacuation de la statue de Latone qui a été restaurée, vous le savez, il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, je vous ai donc c'est un assez bon photographe à l'origine de ces clichés, mais aussi ce que je n'avais pas forcément mesuré tout de suite en découvrant ces différentes photographies, c'est aussi une forme de mise en scène. Parce que si vous regardez bien le cliché de gauche, donc on déplace ici la fameuse sculpture de Latone sur une petite passerelle, et vous voyez le jeune homme qui est ici, on a l'impression qu'il la tient, en fait, qu'il la retient de tomber, et si vous prêtez bien attention, en fait il ne la tient que par son bras droit. Et son bras gauche, il l'a dans la poche. Donc, ce qui montre bien que le photographe a dû lui dire voilà, de prendre un peu la pause pour finalement montrer comment dire, le fait qu'il retenait, qu'il agissait, en tout cas qu'il s'occupait du déplacement, mais voilà, ces photographies, aussi techniques soient-elles, ne sont pas dépourvues, et ça, il faut en avoir conscience, d'une certaine mise en scène. Je vous montrais Latone. Latone, elle ne va pas rester à Versailles. Elle va être évacuée dans les jardins de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, qui appartient à la famille Rothschild, donc Henri de Rothschild. Et ces sculptures de Versailles vont être entreposées à même le sol. Vous voyez là, ça c'est un plan qui se trouve dans nos archives, avec le plan de l'abbaye, l'ancienne abbaye cistercienne. Et le long de cette artère, les sculptures sont disposées, vous voyez, à peu près espacées d'une dizaine de mètres, et chacune d'elles. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce qu'on voit cette fameuse Latone qui est échouée près d'un grillage sur des parpaings. Ces sculptures vont rester donc dans ce parc jusqu'au printemps 1941. Versailles ne devait pas être visible depuis le ciel. Qu'est-ce qui était le plus visible depuis le ciel ? C'était le Grand Canal. Donc l'architecte Patrice Bonnet va décider d'assécher le Grand Canal, ce qui n'avait pas été, c'est une opération qui n'avait pas été effectuée depuis la Révolution.
Et vous voyez ici le curage, donc c'est cette opération finalement d'assèchement qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour finir voilà, ce petit ru qui va rester en plein centre du canal, mais qui va très très vite être enfriché par un certain nombre d'herbes folles. Mais il est vrai que cette grande croix était trop caractéristique depuis le ciel et pouvait donner une forme de repérage depuis le ciel pour les pilotes ennemis. J'évoquais les sculptures dans la protection des sculptures. Il est évidemment prévu de protéger le personnel. En tout cas, tous les agents qui n'auraient pas été mobilisés, et les protéger du mieux possible. Et on a un certain nombre de structures, d'abris blindés qui vont être mises en place pour la protection de ces agents, dont vous voyez, un de ces abris qui se trouve sur le parterre, enfin tout à côté du parterre d'eau. Et c'est amusant parce que c'est aussi une mise en scène. On a dû demander à l'ouvrier de se positionner à l'intérieur afin de pouvoir, ne serait-ce que pour la question d'échelle, et comprendre qu'il s'agissait d'un abri blindé, en tout cas pour une seule personne. Et le travail que j'ai mené aussi, c'est de rechercher ces photographies. Parce que voilà, je disposais de toute cette matière, mais ce qu'il était intéressant de voir, c'est en tout cas de comprendre, c'est est-ce que ces photographies avaient servi. Et il est vrai, alors pas les photographies, pas toutes les photos, et ce n'est qu'une seule partie de ces photographies en lien avec la défense passive. En tout cas, un certain nombre de photographies provenant du service photographique du New York Times vont se retrouver dans la presse. Et il était amusant de comparer, puisque ça devient des photographies de presse, et de comparer aussi les légendes, parce que finalement il y a la photographie, ce qu'on peut comprendre, en tout cas examiner au vu de cette photographie, mais aussi ce que la légende en dit, parce que ça peut être aussi parfois différent. On peut voir ici que ce même cliché, ici, a pu être reproduit dans deux journaux différents, la même journée, le 30 novembre 1939. En tout cas, en détaillant à peu près, ça revient un petit peu, les deux légendes reviennent à peu près au même, mais parfois on pouvait avoir des légendes un peu différentes. Les fameux sacs de sable dont je vous parlais, comment arrivent-ils au château ? Eh bien, ils arrivent de façon un peu désarticulée, c'est-à-dire qu'on va déverser plusieurs tonnes de sable dans l'orangerie, et un certain nombre de sacs, et charge aux ouvriers, aux agents qui vont être dédiés à cette opération, de remplir ces sacs afin de protéger donc les sculptures et l'intérieur du monument. Parce que voilà, comment protégeons à présent l'intérieur du monument ? Le travail le plus important mené par l'architecte va être de calfeutrer la galerie des glaces. Alors, une fois encore, on redoute le bombardement, donc le principe va être de la séparer, de la scinder de ces deux salons, salon de la guerre et salon de la paix, avec la construction de ces deux cloisons coupe-feu en briques, donc que vous pouvez découvrir en cours de construction. Et par la suite, vous voyez, l'intégralité de l'ouverture sera fermée. On ne va laisser qu'un petit passage d'hommes, évidemment, pour permettre la circulation. On va obturer, je vous l'ai montré de l'extérieur, mais une grande partie des fenêtres. Et on va également calfeutrer certaines niches, comme ici.
et retirer aussi tous les ornements en bronze doré, notamment les chapiteaux, qui vont être déposés dans les souterrains, en tout cas sous les escaliers de l'orangerie. De nouveau, vous pouvez remarquer que cette photographie a pu être utilisée également dans un journal, ici le Progrès de la Côte d'Or. Donc vous voyez, la presse régionale est aussi informée des différentes opérations qui ont cours dans le château. Ici, justement, ces fameux ornements de bronze doré qui sont préparés pour une mise en caisse et ensuite pour être déplacés dans l'orangerie avec de nouveau cette photographie dans le journal le matin. Donc vous pouvez découvrir la légende. Est-ce que ce travail a été fait de façon sérieuse? Parce que la question va se poser, l'architecte en chef va être très vite pointé du doigt puisque Versailles n'est plus accessible. Et ça va poser un problème pour les Versaillais, notamment, qui avaient l'habitude de venir très régulièrement au château de Versailles, parcourir les jardins. Et le fait que l'on n'accède pas au château de Versailles va susciter une assez grande colère, en tout cas une incompréhension, dirons-nous. Et on va l'attaquer d'avoir un peu fait les choses en dépit du bon sens. Mais un certain nombre d'indices nous permettent finalement les photographies en constituent une des pièces, un certain nombre d'indices qui nous permettent d'attester toute l'immense sérieux qui était apporté à cette campagne de déménagement, de démontage, de déménagement du château de Versailles. En fait, pour l'architecte en chef, on allait démonter un maximum, puisque dans son esprit, le château risquait fort d'être pulvérisé. Au fond, on allait le démonter autant que possible. Et si une bombe tombait malheureusement sur le château, eh bien, on aura conservé maximum de ce qui en faisait sa richesse, c'est-à-dire les décors intérieurs. Et on pourrait finalement reconstituer d'une certaine façon le château dans l'après-guerre. Et vous voyez combien finalement les photographies s'accompagnent finalement de différents plans, comme ici. C'est vrai que vous verrez, la sélection que j'ai pu faire, ce sont essentiellement des photographies. Mais j'ai tenu à conserver ce document-là parce qu'il vient en appui de la photographie, parce que tout est légendé et permet aussi par la suite, alors évidemment c'est un plan qui est destiné pour le remontage, pour permettre de remonter le plus facilement possible. Et les différentes légendes, en tous les cas, constituent un peu une des pièces du puzzle. On va dans les appartements démonter, et ça c'est vraiment on va dire une originalité du château de Versailles par rapport à d'autres châteaux-musées qui ne vont pas opérer ce type de démontage. On va démonter un maximum de panneaux de boiserie. Notamment ici, vous avez le cabinet de la garde-robe de Louis XVI, mais on va également démonter les panneaux du cabinet du Conseil, les panneaux de la chambre de la reine. Et à tel point que lorsqu'on fait venir un journaliste du Figaro en début de l'année 1940, lorsqu'il traverse le salon du Conseil, il va écrire dans son article les murs de cette salle si prestigieuse finalement ressemblent à ceux d'une ferme berrichonne, parce que finalement ce qu'il y avait derrière n'était pas forcément très reluisant. Voilà, en comparaison des fameuses boiseries. Alors ici, une des rares photographies, je ne peux que la mettre, en tout cas que vous la présenter avec des femmes, parce que c'est vrai que la plupart des clichés ne montrent que des hommes, que des ouvriers, et il y a deux femmes dont j'ignore malheureusement l'identité. Et c'est vrai que ça avait été un
comment dire, un de mes grands espoirs lorsqu'on a mis en ligne la petite série documentaire, c'est de me dire, peut-être quelqu'un pourrait me dire voilà, de qui il s'agit, voilà, peut-être une grand-mère, que sais-je, une grande-tante. Mais en tous les cas, voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à identifier donc, ces deux femmes au sol qui sont en train de procéder à l'emballage de ces panneaux de boiserie qui vont être emballés dans de grandes caisses avec de la paille. Alors je vous laisse imaginer, ça fait bondir aujourd'hui un régisseur d'imaginer qu'on a pu procéder à un tel emballage, parce qu'évidemment la problématique de la paille, c'est que ça amène des rongeurs. Ce qu'il est évident, c'est qu'on n'avait absolument pas imaginé que ces panneaux allaient rester autant d'années au sein de leur caisse. Ces caisses de boiserie, elles vont être évacuées dans deux châteaux principaux, le château de Serrans et le château de Vorey. Le château de Serrans, qui se trouve à côté d'Angers, et le château de Vorey dans l'Orne. Ce sont deux châteaux appartenant à des particuliers et qui vont être réquisitionnés pour la mise en sécurité de ces caisses qui vont partir de Versailles. Je vous l'évoquais, la difficulté de Patrice Bonnet, finalement, d'avoir à assumer ce déménagement de Versailles, qui va être pour le moins mal compris, en tous les cas dans les premiers mois, puisque, imaginez-vous, dans la drôle de guerre, il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, on manque aussi d'activité. Et voilà, le fait d'avoir complètement fermé Versailles demande quelques explications. Et c'est une opération de communication que va lancer Patrice Bonnet dans l'Illustration le 9 décembre 1939 avec un article intitulé... Alors c'est évidemment un magazine qui est très lu. Et ça va lui permettre quand même d'apporter son explication et la démonstration qu'il en fait par cet article, dont vous retrouvez certaines photographies que j'ai pu vous montrer, Versailles du temps de guerre, et où il explique bien que voilà, Versailles s'est mis en ordre de marche pour pouvoir justement être protégé en cas de dommages. J'ai essentiellement parlé jusqu'à présent des travaux, des opérations menées par l'architecte en chef. Il faut imaginer pour Versailles une administration, en tout cas une gestion à l'époque plus ou moins bicéphale, avec d'un côté finalement la gestion des sculptures des jardins et du palais proprement dit, en tous les cas pour la question qui relève du bâti, sous l'administration de l'architecte en chef, et pour le reste, notamment toutes les collections du musée, incombent au conservateur, donc à la conservation du conservateur et de son adjoint. Et vous avez ici justement les opérations de mise à l'abri, cette fois-ci, des collections du musée, donc des peintures, des sculptures, dont une partie va être protégée sous le Grand Trianon. Donc vous avez ici le conservateur adjoint, Charles Morichaud-Beaupré. Vous voyez les moyens de l'époque, c'est une charrette qui va permettre de faire l'évacuation entre le château et le Grand Trianon. Et comme pour les panneaux de boiserie ou les sculptures, j'ai évoqué tout à l'heure les Vaux-de-Cernay. Dans le Vaux-de-Cernay, c'est vrai qu'on n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de Versailles en direction de la vallée de Chevreuse. Les collections du musée, pour alors pas l'essentiel, mais en tout cas une partie de nos collections va être mise à l'abri dans un château qui se trouve à proximité du Mans, le château de Brissac, dans la commune de Quincé. Non, pardonnez-moi, à côté d'Angers. C'est le château de Sourches, mais que je vous présenterai tout à l'heure, à côté du Mans, pardonnez-moi. Le château de Brissac va lui accueillir un grand nombre de peintures, de pendules également, et de mobilier.
de même que le château de Chambord. Là, je vous ai mis la photographie. Si vous connaissez parfaitement ce joyau de l'architecture française. Et ce qui est intéressant, au-delà finalement voilà, de cette photo d'extérieur, ce qui est intéressant, c'est que voilà, comment dépose-t-on? Comment peut-on reconnaître finalement les œuvres de Versailles? Eh bien, vous voyez que la photographie que je vous ai mis juste à côté, donc ici, vous avez un numéro qui est apposé au pochoir sur la tranche de la caisse, et vous avez un MN, donc Musées nationaux, V, qui correspond à Versailles. Donc en fait, c'est une sorte de code. Et le numéro qui correspond à un inventaire. Et cet inventaire finalement nous permet de savoir quelle caisse se trouvait à quel endroit à l'intérieur du château de Chambord. Le dernier, alors je vous ai évoqué pour le musée le château de Chambord et le château de Brissac. Le dernier dépôt à avoir été constitué, c'est vraiment en mai 1940, au moment de la Blitzkrieg, donc au moment on est à un mois de quelques semaines de l'invasion allemande. C'est ce fameux château de Sourges, donc à proximité du Mans. Et vous voyez ces fameuses torchères de Versailles, avec de même les fameuses caisses dont je vous parlais. Alors, les photographies constituent un médium, mais ne nous expliquent parfois pas tout. Et j'en veux pour preuve cette photographie que j'ai trouvée il y a quelques années dans les archives de la Louvre-Waffe à Fribourg-en-Brisgau. Et cette photographie m'a posé beaucoup de questions, puisqu'elle était compilée dans un album destiné aux pilotes. Et l'intitulé de cet album était le suivant, Objectif sur les cibles ennemies. Et cette photographie de Versailles était la seule photographie d'un monument, en tous les cas d'un site patrimonial, au sein de cette compilation de photographies plutôt à dimension industrielle, aéroportuaire, des gares, enfin bref. Il y avait une présence vraiment incongrue de Versailles, en tout cas de cette vue aérienne. Et elle date du 11 mai 1940, donc on est au lendemain de la Blitzkrieg. Et d'ailleurs, on peut voir, alors après là, c'est malheureusement, il faudrait pouvoir, je puisse zoomer, mais le canal est là entièrement asséché, mais on peut voir malgré tout cette fameuse croix. Cette photographie, en comparaison des autres, ne comportait pas de pointillés, parce que pour la plupart, il y avait des pointillés quand même sur les cibles, c'est-à-dire vraiment où les pilotes devaient tirer. Et pour Versailles, il n'y avait aucune trace de ce type. Et il est vrai qu'on m'a très souvent posé la question au cours de mes recherches, mais est-ce que Hitler a voulu détruire Versailles? Et j'avoue ne pas savoir répondre à cette question, parce que cette photographie pourrait signifier, en tout cas pourrait nous dire qu'il s'agissait d'une cible ennemie à anéantir, mais il faut bien avoir en tête que Versailles est aussi un lieu patrimonial, un lieu historique pour l'Allemagne, depuis 1871, avec la fameuse proclamation de l'Empire allemand dans la galerie. Et ce double symbole, 1871 et 1919, va être finalement un espèce de miroir à deux faces pour toute la période de l'occupation que nous allons évoquer à présent. Donc, à l'heure berlinoise, 14 juin 1940, 24 août 1944.
L'occupation. Alors, ça, c'est la photographie que j'avais utilisée en 2018 pour la couverture de mon premier livre sur l'histoire de Versailles sous l'occupation. Je trouvais qu'elle disait beaucoup de choses avec ce soldat allemand. On est dans la galerie des glaces. Donc, vous pouvez voir une partie donc, du Grand Canal qui est asséché. On ne voit plus que le Rue, ce fameux Rue dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce de petite rivière. Et ce soldat allemand voilà, qui est de dos avec finalement une légende qui n'était absolument pas documentée. Les photographes, alors si Hitler, a priori, jusqu'à preuve du contraire, ne vient pas jusqu'à Versailles, il envoie ses photographes, notamment à Heinrich Hoffmann, le 15 juin 1940, prendre un certain nombre de clichés, de photographies de Versailles. Donc vous avez ici quelques illustrations, et on voit bien l'état un peu de grands chantiers, merci. Je cherchais le mot. De grands chantiers de ce parterre, de cette vue. Là, on est depuis la Galerie des Glaces. Vous voyez, les herbes ont complètement envahi les allées. Donc, il est vrai que les Allemands, alors même s'il y a eu des entrefilets dans la presse française, j'ai pu vous en montrer un certain nombre d'exemples, il est évident que les Allemands vont être stupéfaits de l'état dans lequel ils vont découvrir Versailles à leur arrivée, donc en juin 1940. Et ces photographies, enfin en tous les cas, les photographies faites par Heinrich Hoffmann vont bien mettre en lumière cet état un peu dramatique du château, puisque finalement on n'a pas pu procéder, notamment dans les jardins, ne serait-ce qu'au désherbage. Donc c'est vrai que c'est une photographie un petit peu insolite. C'est vrai que la plupart des photographies sont en couleur. Mais je vous montre néanmoins ces deux clichés par un autre photographe travaillant au service d'Adolf Hitler, Hugo Jäger, et notamment une des rares photographies montrant le drapeau nazi flottant au-dessus du château de Versailles. Alors, une grande chance en tous les cas, ce drapeau, donc qui va être hissé quasiment quelques heures après l'invasion, ne va pas rester, puisque il va être assez vite endommagé. Alors on va dire par les vents. Je pense qu'on a très probablement aidé ce drapeau à s'envoler. En tous les cas, il va finir à l'état de lambeaux. Et voilà, donc on a assez peu de clichés montrant le drapeau nazi au-dessus du château. Et la photographie aussi, finalement, est une mise en scène. Et là, en tous les cas, selon les photographes, et là, la photographie que vous avez ici, voyez ces soldats allemands, la liesse finalement de la liesse de la victoire qui se lit pleinement sur le visage de ces soldats, avec ici le château à l'arrière-plan. Cette photographie est assez significative en tous les cas du message que l'on cherche à faire passer, notamment dans la presse allemande. D'autres clichés nous montrent cette liesse. Alors, ce sont souvent des soldats très jeunes qui viennent à Versailles, avec ici, vous voyez, les bouteilles de champagne. Alors, je n'ai pas pu détailler exactement toutes les étiquettes, mais vous avez différentes bouteilles et voilà une véritable fête qui va se déverser en tout cas qui va avoir lieu sur la place d'Armes, qui va être très très vite envahie de différents véhicules.
Et certains journalistes, les frères Tarot notamment, vont écrire dans l'après-guerre combien le château de Versailles va constituer une station de regonflage du moral des troupes allemandes lors de leurs activités, lors de leur campagne. Et on va vraiment, enfin, en tout cas les autorités allemandes vont vraiment œuvrer à mettre en place un système de tourisme autour du château de Versailles et avec un certain nombre de visites. Alors, qui en premier lieu des visites qui ne vont pas être très très bien encadrées, puisqu'il faut bien imaginer que du côté du château, au moment de l'invasion allemande, il n'y a plus que 4 hommes à être présents sur les lieux. La plupart des agents ont fui à l'arrivée des chars. Et le château va être énormément photographié. Alors, je vous ai montré des photographies très officielles par notamment les photographes d'Hitler. Mais il y a aussi un très très grand nombre de photographies d'amateurs qui un peu... on est un peu dans le registre de photos de vacances parce que, hormis leurs uniformes, on pourrait parfois se demander dans quel contexte ces photographies auraient pu avoir été prises. Et le grand drame de toutes ces photographies, c'est que souvent elles sont arrachées d'albums photos. Et là, c'est un album photographique qui se trouve dans les archives du ministère des Affaires étrangères à La Courneuve et qui nous présente les photographies avec les légendes de ces 2 visiteurs dont on ne connaît pas l'identité. Mais ces légendes sont particulièrement éclairantes. Alors, en plus, dans une autre page de cet album, il y a les tickets, donc on peut savoir à peu près à quel moment ils sont venus. Mais voyez combien c'est éclairant. La légende « À toutes les gloires de la France », donc la fameuse inscription que vous pouvez lire sur les pavillons sur les 2 côtés de part et d'autre du château. « Aber Eintritt nur für Deutsche », donc « mais l'entrée réservée uniquement aux Allemands ». Il est vrai que le château va être, en tout cas les grands appartements, ne vont être accessibles finalement qu'aux Allemands jusqu'à l'ouverture d'un petit musée dont je vous parlerai tout à l'heure, qui va être constitué par le conservateur au printemps 1941, un peu avec ce qui lui restait dans les réserves du musée. Et sur le phénomène de la photographie, il est vrai que si on compare à d'autres monuments, il y a énormément de photographies de soldats allemands pris sous tous les angles dans le château. Alors ils se photographient les uns les autres et certains prennent la pose, mais en tout cas ce sont vraiment des photographies d'amateurs. Et il est vrai que j'avais trouvé cette petite phrase dans un journal, on est après la Libération. On ne saura jamais le nombre de photos que les soldats allemands ont pris, et j'avoue ne pas savoir. En tous les cas, il en reste sans doute un très très grand nombre dans les albums de famille du côté de l'Allemagne. Là, pour vous montrer un peu la différence entre une photographie officielle prise par ces fameuses compagnies de propagande dans le château, vous voyez, avec vraiment une disposition, on voit bien un alignement, les soldats qui admirent les plafonds de la galerie. Alors au départ, il était un peu compliqué justement d'en admirer les plafonds, puisque l'ensemble était quasiment plongé dans la pénombre. Donc ils ont fait procéder à l'ouverture des fenêtres pour pouvoir admirer ce décor. En tous les cas, forcément, cette galerie des glaces leur évoquait ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois le lieu de la proclamation de l'Empire allemand et bien évidemment également la signature du traité de Versailles.
La différence entre la photographie officielle et une photographie d'amateur, où vous voyez déjà un certain nombre de clichés sont flous, mais on les voit déambuler de façon beaucoup moins rangée, dirons-nous, dans les différents espaces. Quoi qu'il en soit, beaucoup de clichés montrent bien une utilisation plus ou moins militaire avec des revues de troupes, notamment dans la cour d'honneur. Vous en avez ici plusieurs illustrations, ce qui montre bien l'appropriation du lieu. Il y a quand même un symbole extrêmement fort lié à cette appropriation, mais également finalement de toutes sortes de petits spectacles qui vont être organisés. Alors vous avez une fanfare ici dans la cour, avec voilà, le public qui avait été invité à cet événement musical, et également ces fameuses retraites au flambeau ici, avec les différents lampions qu'on peut voir à l'arrière-plan droit de la photographie. Donc on est autour de la statue de Louis XIV. La place d'Armes, un haut lieu aussi de vente de toutes sortes de choses, des photos, des cartes postales. Ici, c'est une photographie qui me tient beaucoup à cœur. Parce que, voilà, je trouve qu'elle exprime un certain nombre de choses. Je détaillerai peut-être tout à l'heure. Cette petite fille de dos, avec une petite robe blanche, qui vend des cartes postales à cet Allemand. Et vous voyez, les deux ne se regardent pas. On peut voir, en plus, elle se tourne vers le château, ce qui est doublement symbolique. Et elle ne regarde pas finalement le choix qui est fait par ce soldat. Et pour moi, c'est vrai que cette photo... Alors, il faut toujours se garder de la surinterprétation, mais c'est vrai que cette photographie, pour moi, était un petit peu, en tout cas, assez révélatrice de ce qu'a pu être finalement la collaboration. Voilà, avec cette petite fille qui refuse voilà, de voir la présence de l'occupant, même si elle lui vend ses cartes postales. Voilà, d'autres produits qui pouvaient être vendus à tous ces soldats, à toutes ces troupes allemandes, des journaux avec, vous voyez, les clichés, je vous ai remis les clichés qui peuvent sortir également dans la presse allemande. Il y en a un certain nombre, je ne peux pas malheureusement tous vous les montrer, mais en tous les cas, les clichés sont également évidemment montrés côté allemand, pour justement un peu galvaniser la population, d'avoir fait main basse sur cet emblème de la nation française. Ici, vous savez que les chiens sont interdits dans l'enceinte du château, ils l'étaient déjà à cette époque. Et vous voyez ces deux soldats promenant un caniche dans l'enceinte de la cour, avec la photographie qui a été reproduite en juillet 1940 dans la presse allemande. Un certain nombre de photographies vont montrer combien aussi... alors je vous disais que les Allemands ne vont pas comprendre pourquoi on avait tant endommagé Versailles par le seul but d'avoir voulu le protéger. Ça leur semblait un peu invraisemblable. Et les Allemands vont, comme une espèce de contre-pied, non seulement pousser à la restauration de Versailles, et on peut se poser d'ailleurs la question, pourquoi ils vont tant pousser à cette restauration, en donnant certains critères de priorité. La priorité numéro 1 étant la remise en état de la Galerie des Glaces, mais également des jardins. Et pour justement parer à toute attaque, parce que c'est vrai que l'Allemagne va sortir assez finalement pointée du doigt au sortir de la Première Guerre mondiale, puisque
on leur doit la destruction d'un grand nombre de monuments, notamment l'endommagement de la cathédrale de Reims. Et c'est vraiment quelque chose que les autorités allemandes ne veulent pas reproduire. Et bien au contraire, ils vont essayer de montrer combien ils vont être aux manettes pour la protection de Versailles. Et vous voyez ici les petites guérites de la Luftwaffe et des soldats allemands qui vont être mis au devant de la grille pour justement contrôler les visites faites par les soldats. Et ces photos disent beaucoup. La photo que vous avez à gauche avec ce soldat allemand, avec son guide à la main, vous voyez, on voit que la photo est quand même assez bien travaillée. On peut ouvertement dire que c'est une photo de propagande, parce que voilà, c'est pour montrer combien Versailles. Alors, en plus, c'est une œuvre quand même plus ou moins anodine, donc le coup d'œil est un peu amusant de voir qu'il s'extasie devant ce moulage-là. Et l'autre photo montre aussi, voilà, les Allemands sont présents pour protéger Versailles, notamment de l'aviation ennemie. Et cette photographie, alors que je n'ai pas retrouvée dans la presse, en tous les cas est tout à fait symptomatique. Voilà, on scrute le ciel, puisque on redoute finalement que notamment l'armée britannique vienne endommager le château de Versailles. On a vu jusqu'à présent beaucoup de clichés émanant finalement de photographes allemands, alors officiels, officieux ou bien totalement amateurs. D'autres photographies vont être prises, mais uniquement par des photographes français cette fois-ci, mais uniquement par des photographes qui sont autorisés, qui ont l'autorisation par les autorités allemandes pour venir au château et prendre certains clichés, notamment Roger Schall, qui va publier d'ailleurs un certain nombre de photographies, mais qui date d'avant-guerre, dans un ouvrage qu'il publie en 1942, Reflets de France. Et à la Libération, d'autres photographies seront publiées sous le titre « À Paris, sous la botte des nazis », un ouvrage que vous connaissez peut-être. Là, Versailles va être l'objet finalement d'un certain nombre d'éclairage par la photographie. Alors, je parlerai tout à l'heure de cette photographie avec l'acteur Pierre Freinet. Évidemment, le régime de Vichy va s'intéresser à Versailles et ne va pas être finalement hostile au fait que l'on remette en état les lieux. Et vous voyez aussi dans la presse, finalement, dans la presse collaborationniste, on va attaquer justement cette dégradation de Versailles. Vous voyez, au contraire des premières photographies au moment de la défense passive, où on mettait l'accent sur la protection et que cette protection valait, en tous les cas, était tout à fait justifiée. Là, on met vraiment en lumière voilà, tout ce qui ne va pas. Et ce sont vraiment des attaques directes à l'encontre de l'architecte en chef, d'ailleurs, qui va être mis à pied et remplacé par un de ses confrères. Les dépôts donc, que j'évoquais tout à l'heure, notamment de Brissac et de Chambord, vont également être sous supervision des autorités allemandes. Alors à Brissac, vous voyez ces deux soldats qui vont surveiller également l'entrée. Alors, on ne va pas avoir de mainmise sur ces caisses de dépôt. En tous les cas, il est évident que les autorités allemandes vont avoir connaissance des différents inventaires
au sein de ces dépôts, enfin, en tout cas toutes les œuvres conservées au sein de ces dépôts. Et malheureusement, dans les collections, au sein, enfin, comment dire, pas mis avec les collections nationales, avaient été protégées d'autres caisses qui appartenaient à des collectionneurs, notamment de grands collectionneurs juifs. Et ce sont ces caisses-là qui vont être malheureusement emmenées par les réseaux de l'ERR et les différentes équipes gravitant autour d'Hermann Göring. Mais c'est un sujet, voilà. Ça me fait un peu déborder du sujet de Versailles, mais voilà, il convient quand même d'en toucher un mot. Peut-être n'avez-vous pas connaissance de ce projet, mais en tous les cas, à l'automne 1940, il était prévu que le maréchal Pétain vienne s'installer à Versailles, et on avait aménagé cette résidence que vous connaissez probablement tous, en tout cas pour être au moins passé une fois devant. Quand vous vous dirigez en direction de la grille de la Reine, c'est un hôtel particulier qui jouxte le Trianon Palace, et on avait choisi cet hôtel particulier réquisitionné, appartenant à un riche industriel. Et on l'avait aménagé en vue de l'instauration de la résidence du maréchal Pétain, qui aurait pu avoir son gouvernement, ses services à l'intérieur du Trianon Palace. Et il y a tout un reportage justement sur cette résidence à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Les photographies nous renseignent sur... voilà, c'est parfois, même si là c'est une photo d'amateur, vous voyez, elle est un peu sombre et ne nous permet pas d'identifier grand monde, mais elle nous permet de voir, parce que une des opérations qui avait été faite pour calfeutrer la galerie des batailles, on avait peint la verrière en bleu pour éviter le miroitement de la lumière de la lune sur les verrières. Et vous voyez, on est à l'automne 1940 et on a déjà dépeint, c'est-à-dire on a déjà nettoyé la première partie de la verrière, ce qui n'est pas le cas pour la seconde partie de la verrière. Et c'est pas grand-chose, mais en tous les cas, cet indice-là me permet de dater la photographie qui ne l'était pas jusqu'à présent. Il y avoir d'autres photographies par la suite. Donc, suite à cette décision de remise en état du château, donc finalement on fait machine arrière, donc on ressort les différents décors d'ornement pour la galerie des glaces qui avaient été stockés dans l'orangerie, on les remet en place. Alors on a ouvert bien évidemment toutes les ouvertures côté fenêtre, et également vous voyez on a désocculté les passages côté salon de la paix et salon de la guerre. Et de même, quand finalement dans une photographie, quand voilà, les ouvertures, en fonction de l'état d'avancement des opérations, ça me permet de dater ces différents clichés. De même, pour la remise en état des jardins, on rapatrie les sculptures depuis les Vaux de Cernay, on les remet en place. On va remettre progressivement en eau certains bassins, mais pas tous, notamment le Grand Canal, vous voyez, reste complètement asséché. Et donc envahi d'herbe. Et la problématique, c'est l'affaissement, en tous les cas, l'effondrement des berges, puisque l'eau faisait pression sur les berges, et à partir du moment où il n'y avait plus d'eau, les berges vont s'effondrer les unes après les autres. Vous voyez, là, c'est une photo, donc je peux dater à peu près des années 41 et 43, avec la remise en eau du bassin de la Tonne et le rapatriement. Vous voyez, la Tonne est revenue en haut de son bassin. La vie du musée, j'évoquais tout à l'heure la constitution d'un petit musée qui avait été ouvert par le conservateur en chef, Charles Morichaud-Beaupré, en 1941. Et ce qui va donner lieu finalement à deux circuits de visite qui ne vont évidemment pas se croiser. L'un est, alors c'est peu visible sur ma photo, mais vous avez ici les deux pancartes. Une pancarte destinée au public français,
venant visiter ce château avec les horaires d'ouverture et un panneau en allemand avec les horaires d'ouverture du circuit destiné aux soldats. Ici, cette formidable cliché de l'agence LAPI montrant Charles Morisot-Beaupré faisant déplacer ce grand tableau pour finalement une exposition qui n'aura pas lieu sur Napoléon. Alors ça paraît incroyable, mais il y a eu un certain tournage opéré au sein du domaine pendant la période de l'occupation. Et j'avais été très surprise de trouver ces photos de tournage d'un film de Claude Autant-Lara intitulé Lettres d'amour en 1942. Et vous voyez cette photographie, on voit bien Odette Joyeux sur ce magazine La Semaine qui en fait la couverture. En dessous, les Japonais peuvent-ils envahir les USA, ce qui est assez étonnant. Les restrictions multiples, bien évidemment, on est dans une période extrêmement difficile pour l'ensemble de la population française, mais aussi pour les agents du musée qui vont finalement un peu sortir de la dénutrition grâce au jardin ouvrier qui se trouve dans le parc. Et je vous montre cette photographie aussi, complètement insolite d'un troupeau de moutons paissant à l'extrémité ouest du Grand Canal, parce qu'en fait on manque de main d'œuvre et la seule façon qu'on avait trouvé de pouvoir subvenir au défrichement de ces espaces a été d'employer un berger qui va faire paître son troupeau de moutons dans ces différents espaces. Le danger, un danger permanent, avec cette photo assez incroyable d'un avion allemand. On a l'impression qu'il va absolument percuter le château. Il est vrai que c'est une photo incroyable parce que voilà, il est interdit évidemment de survoler le château de Versailles. Vous verrez dans la web-série, si vous la regardez, un autre avion qui survole vraiment le château. Et les dangers, en tous les cas, venaient évidemment du ciel, et c'est ce qu'on redoutait au cours de ces différentes années, mais particulièrement à partir des années la fin des années 1942 jusqu'en 1944. Alors je passe assez vite, mais ce cliché d'André Zouka, évidemment pour évoquer la présence de la LVF en face du château, avec ce cliché montrant ces légionnaires faisant la revue devant le château. Un cliché alors qui est un photomontage, une photographie récente du portrait du maréchal Pétain par De Vambèze, avec son cadre qui va être conçu en 1942 pour sa présentation. Et c'est un portrait qui était déposé au château de Sourches, qu'on va faire revenir à la demande de Vichy, il me semble, pour être exposé dans ce fameux petit musée à destination du public français. Il va être exposé dans les galeries de peinture dans l'aile du Nord. Et vous avez en fait la vision de ce fameux portrait avec ce cadre qui est tel qu'il a été présenté, donc de 1941 jusqu'à 1944, parce que par la suite, évidemment, ce cadre a été relégué dans nos réserves. Il n'a plus jamais été présenté. Mais j'avais tenu, en tous les cas, à pouvoir visionner, en tout cas montrer ce cadre avec ces fameux symboles avec la francisque dans la partie sommitale, avec les armes du maréchal Pétain. Ici, là, une photographie de la fête des mères dans l'Orangerie en 1943. Oui, je vous montrais tout à l'heure des photos de Pierre Freinet. Sur les ondes de Radio Vichy, on a retrouvé, en tout cas on a pu nous faire parvenir tout un ensemble de photographies montrant un reportage d'une radio, d'une émission de radio de la Radio Vichy,
tourné dans le château de Versailles avec l'acteur Pierre Freinet, que vous reconnaissez sans doute, dans le château. Juin 1944, bien évidemment, les différents bombardements qui vont être occasionnés. Alors principalement, les plus gros dégâts vont avoir lieu dans la ville, notamment plusieurs centaines de morts dans la gare des Chantiers. Pour Versailles, en tout cas pour le château, les dégâts vont surtout intervenir dans le parc, avec un certain nombre d'impacts d'obus qui vont être lancés autour du Grand Canal. Je conclus. je fais au plus vite. Et cette photo aérienne est assez invraisemblable. Vous voyez ce Boeing qui survole Versailles. Alors le 25 août 1944, la libération, enfin, là, le jour de la Saint-Louis, qui n'est pas son symbole pour le château de Versailles, avec ces différents clichés. Alors on voyait ici d'amateurs montrant les troupes arrivant dans l'enceinte du château qui vont être accueillies par les différents agents en place. Les photographies qui vont suivre, évidemment, avec la présence beaucoup des Américains. Ici, ce formidable cliché qui est notamment conservé à la Library of Congress de Washington, qui vous montre bien ce soldat américain, les bras finalement derrière le dos, nouveau maître finalement de la Galerie des Glaces et des différents espaces du château, en tous les cas, qui vont subvenir à la surveillance. Cette photographie aussi que vous connaissez sans doute de Fred Astaire, venu danser devant les troupes américaines au pied de la Galerie des Glaces en septembre 1944, de même que Dinah Shore qui va chanter auprès de lui. De superbes clichés dont vous avez des tirages aux archives communales, mais dont les plaques de verre se trouvent en collection particulière, avec, vous voyez, ces enfants qui viennent vraiment au plus près des troupes américaines. Ici, ce cliché, et je vous mettrai en rapport tout à l'heure notre cliché qu'on a vu tout à l'heure, mais vous voyez cette mise en scène, on ne peut pas se le cacher, de cette petite fille qui vient enlacer ce soldat américain avec le double drapeau. Mais on voit bien que l'accoutrement, en tous les cas, de la petite fille a été voulu. En tous les cas, elle a vraiment tenu la pose. Pour les besoins de la photographie. Bon, je passe un peu vite. La présence d'Eisenhower, la venue de l'archevêque Monseigneur Spellman, l'archevêque de New York, le même jour d'ailleurs que Fred Astaire, juste avant, on fait la messe aux soldats. Le même type de cliché que je pu vous montrer tout à l'heure, mais voilà, cette fois-ci avec la visite des troupes américaines, parce qu'il est toujours interdit au public français d'accéder à ces espaces. Ensuite, les différentes photographies liées au camouflage des camions, et aussi des clichés provenant de James J. Rorimer. Peut-être certains ont vu le film Monuments Men par Geoff Clooney, qui évoquait ces soldats conservateurs qui vont se déployer notamment pour certains à Versailles. Cette petite tente qui avait été mise en place, vous voyez, presque sous le péristyle du Grand Trianon, cette tente américaine. Ici, des clichés, vous voyez, un peu tous azimuts, ça vous donne aussi un peu l'envergure du sujet. Ici, on est dans des clichés en provenance des États-Unis. Les impacts que vous voyez peut-être, en tout cas on voit en zoomant autour du Grand Canal, donc toujours asséché. Ici, finalement, le château va sortir indemne, en tous les cas en grande partie, de cette guerre. Malgré tout, il va être profondément endommagé par le manque de chauffage. Et vous voyez ici, on est dans la galerie des batailles et le château n'est pas chauffé. On est en février 1945 et les peintures vont geler sur place, d'où
toute une campagne de restauration qui va être menée à la fois pour les œuvres restées in situ, mais aussi les œuvres provenant de dépôts. Alors je passe vite, voilà, ça aussi, tant pis. Voilà, de très beaux clichés aussi, montrant voilà, cette communion un peu aussi des différentes troupes qui viennent se retrouver dans le château. Là, je vais passer un peu vite. La remise en place du musée, toujours avec Charles Morisot-Beaupré, que vous voyez ici, profondément amaigri par ces années de guerre. La reprise des grandes eaux, je passe vite, et puis finalement ce 10 septembre 1946 qui met un peu le point d'orgue avec la remise complète en état de la Galerie des Glaces lors de la soirée de la conférence de la paix. Voilà, juste pour conclure, en 2 mots, ouais, je vous mets en regard un peu ces 2 clichés, justement montrant un peu le rapport entre la population, notamment cette petite fille, bien évidemment, qui n'est pas la même, à gauche et à droite, entre l'occupation allemande et la présence américaine, même si voilà, malheureusement je n'aurai pas le temps d'en dire grand-chose. Qu'est-ce qui reste au château de cette période? Pas grand-chose. Un strapontin qui se trouve en haut de la chapelle royale, qui était dédié à finalement l'observation de l'aviation, qui est resté en place même après la récente restauration de la chapelle. Et une trappe, vous voyez, avec cette inscription allemande dans les sous-sols de la grande écurie. Je ne sais pas si certains ont suivi toute une série d'articles dans Le Monde écrits par Philippe Broussard sur un journaliste inconnu qui avait suivi qui avait photographié un certain nombre d'endroits, à Paris, notamment à Paris. Sachez-le, il a photographié également, pour ceux qui ont suivi cette petite saga durant l'été, Raoul Minot est bien passé à Versailles. Et voilà, j'évoquais tout à l'heure cette photographie avec ce garçon, cette mise en scène. Finalement, cette photographie, cette protection, elle a été aussi valable dans d'autres institutions. Et il y a quelques années, j'avais voulu essayer de finalement comprendre quelle était l'envergure de cette protection au regard d'autres institutions partenaires de la région francilienne. Et les conférences sont en ligne, donc vous pouvez les écouter sur le site du Centre de recherche du Château de Versailles. Et l'ouvrage je voulais apporter également, vous pourrez le trouver à la sortie de l'auditorium. Voilà une petite bibliographie sélective sur le sujet, mais voilà, j'aurais pas le temps de détailler chaque ouvrage. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un vrai sujet, la question de la photographie, non seulement pendant la guerre, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec différents ouvrages qui ont pu m'aider dans mes recherches, notamment celui de Françoise de Noyelles. Et si jamais vous avez possédé des clichés en lien avec, alors moi c'est vraiment mon sujet reste le château, n'hésitez pas à nous en faire part sur cette adresse générique, donc contribution.archive@châteauversailles.fr, afin que, voilà, même si vous ne souhaitez pas les donner, en tous les cas, nous porter à notre connaissance vos propres témoignages, afin qu'on puisse alimenter cette enquête. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été très bavarde, je n'ai pas regardé ma montre. Merci Madame Khalil pour cette conférence.